Donc, bonjour, je m'appelle Sarah Teitelbaum. Je suis professeure au département de sociologie à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vous présente les résultats d'une étude canadienne sur la norme du Forest Stewardship Council, qui est une norme internationale et une des seules au monde pour le secteur forestier qui intègre le principe de consentement libre, préalable et éclairé. Donc, c'est très souvent nommé comme un exemple, une vraie étude de cas d'une sorte de mise de l'avant du principe du consentement. Donc, moi, j'ai des collègues en Scandinavie, on travaille ensemble sur une étude internationale pour regarder la mise en œuvre du consentement dans le contexte de la norme FSC, Forest Stewardship Council. Donc, je vous présente aujourd'hui une partie de cette étude-là, qui est finalement une étude de l'industrie forestière canadienne pour comprendre les pratiques de mise en œuvre. La question de recherche, à quoi ressemblent les pratiques associées à la mise en œuvre du CLPE dans le contexte de certification forestière au Canada? Quel renforcement de l'autorité décisionnelle autochtone? Comme vous le savez probablement, le CLPE ne fait pas partie du cadre législatif, au moins pour le secteur forestier au Canada. C'est véritablement les provinces qui déterminent les pratiques et la loi forestière qui est fortement basée sur une approche de consultation. Donc là, on arrive avec la norme FSC et on est dans un autre paradigme qui est celle du consentement. Quel arrimage entre la réglementation provinciale et finalement la norme FSC? Qu'est-ce que ça peut apporter au niveau du renforcement de l'autorité autochtone dans la gouvernance territoriale? Donc, vous connaissez peut-être ou probablement le principe du CLPE qui est entériné dans la loi internationale, dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui est finalement en train d'être travaillé par le gouvernement Trudeau, mais qui n'a pas encore vraiment atterri dans les lois provinciales. Donc, on est beaucoup dans un genre de rhétorique du consentement, peut-être au niveau fédéral, mais au niveau provincial, il n'y a vraiment pas de trace encore d'une approche de consentement dans les lois provinciales autour de la foresterie. Le principe du consentement, c'est vraiment l'idée quand même une sorte de euh, détermination substantive des gouvernements autochtones sur les décisions forestières. Dans une interprétation forte du consentement, c'est vraiment vu comme un droit de veto sur des opérations forestières où les droits autochtones sont affectés par les activités forestières. Et ça, c'est aussi la vision de la Forest Stewardship Council, qui est une organisation à but non lucratif non public. Donc, c'est vraiment une loi privée ou informelle qui est mise de l'avant, mais qui a été quand même, disons, créée ou construite par des organisations à but non lucratif comme World Wildlife Fund, Greenpeace, des syndicats, d'autres acteurs internationaux qui ont vraiment voulu pousser les pratiques des organisations et des entreprises forestières d'une manière importante et qui sont toujours sur l'avant-garde finalement de pratiques de conservation des forêts intactes, des aires protégées, le respect des peuples autochtones. Donc, au niveau du langage de FSC, c'est très souvent très avancé et très contraignant. Après, il y a eu beaucoup de recherches sur la norme FSC et je me mêle là-dedans aussi pour essayer de comprendre le décalage entre la réalité, un peu le discours et la réalité des pratiques, parce que finalement, la norme FSC, elle est devenue vraiment quelque chose de très je ne peux pas dire statu quo, mais industriel. Donc, on parle de très, très grands territoires au Canada qui sont certifiés sous la norme FSC. Alors, au Canada, la vaste majorité de nos forêts sont publiques. Donc, on a des vastes forêts qui sont régies par des gouvernements. Et après, une forte proportion, je sais, c'est à peu près 47 millions d'hectares de forêts au Canada sont certifiés sous la norme FSC.
Donc, je ne pourrais pas vous dire quel pourcentage, mais je pourrais deviner peut-être que 40% des forêts publiques au Canada, quelque chose de ce niveau-là, sont certifiées sous la norme FSC. Donc, si quelque chose est certifié sous la norme FSC au Canada, ça veut dire que c'est presque du statu quo au niveau des pratiques. Donc, ça a un impact extrêmement important parce qu'on parle de vastes étendues de forêts au Canada qui sont certifiées sous la norme FSC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pose des très grandes questions. Est-ce que ça veut dire qu'on finalement, on est en train de avancer par rapport à le droit à la consultation? Est-ce que cette idée de consentement est en train de s'infiltrer dans la pratique canadienne par la norme FSC, oui ou non? Ça, c'est vraiment la grande question qui finalement mobilise cette recherche. Alors, je ne vais pas vous parler trop de la norme FSC, mais c'est international. C'est basé sur des principes et des critères qui sont développés au niveau international par un modèle de gouvernance multichambre avec une chambre sociale, économique et environnementale, très participatif, vraiment vu comme un modèle démocratique au niveau de la gouvernance environnementale. Beaucoup d'efforts et de travail autour du principe de consentement. Donc, si on commence à regarder un peu la dimension procédurale du consentement dans un contexte non gouvernemental, c'est sûr qu'on tombe rapidement sur FSC comme un exemple intéressant. Après, il y a des normes nationales qui prennent les principes et les critères et qui essaient de les traduire vers des indicateurs nationaux. Donc, ici au Canada, on a la norme canadienne FSC avec des indicateurs qui finalement traduisent les principes vers des pratiques en ce qui concerne le consentement. Et si on regarde le langage, je vous donne quelques exemples. Ça, c'est un exemple d'un indicateur. On est vraiment dans un langage à la fois prescriptif, parce que ça décrit ce qu'on devrait faire, pas d'une manière extrêmement technique, mais les grands éléments d'un processus de consentement, elle est là dans la norme. Et assez, je dirais, rigoureux. Donc, le langage, j'ai lu des articles qui ont quand même comparé la norme FSC à un genre de langage des Nations unies. Donc, on est dans quelque chose de substantif quand on parle du droit au consentement. Donc, ça, c'est un des indicateurs le plus important. Ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de mettre en œuvre un processus. Il faut évaluer finalement les droits et les impacts de la foresterie. Il faut négocier une entente de consentement. Il faut mettre en place un mécanisme de résolution de conflits. Donc, tous les éléments sont là dans la norme. Après, il y a aussi d'autres documents. Ça, c'est tiré d'un document de ce qu'on appelle en anglais guidance document pour des entreprises qui veulent mettre en œuvre le droit au consentement. Et on voit les étapes, l'identification des titulaires de droit, évaluation d'impact, négociation, officialisation d'une entente. Donc, moi, j'ai pris un petit peu cette guide-là pour organiser ma collecte de données. Les méthodes. Ce que j'ai fait pour cette partie de l'étude, c'est que j'ai fait des entrevues structurées avec des compagnies forestières autour du Canada pour comprendre et documenter les pratiques vis-à-vis le consentement. Donc, j'ai regardé le processus FSC et après, j'ai posé toute une série de questions pour comprendre si finalement les pratiques s'alignaient avec FSC et j'étais particulièrement intéressée par la dimension de consentement, ce droit décisionnel. À quoi est-ce que ça a l'air dans la pratique canadienne? Donc, au niveau de mon échantillonnage, j'ai pris, parce que la nouvelle norme FSC, ça date seulement de 2018. Donc, on est dans quelque chose d'assez nouveau. Et j'ai voulu juste inclure les entreprises qui avaient déjà une sorte d'expérience de mise en œuvre. Donc, j'ai seulement pris ceux qui ont déjà été évalués, audités sous la norme FSC. Ça m'a rendu avec un échantillon de 19 certificats. Un certificat, c'est une entreprise sur un grand territoire. Et
de ces 19, j'ai eu 15 réponses favorables. Donc, j'ai fait une quinzaine d'entrevues avec des entreprises forestières autour du Canada. Alors là, je vous décris 3 ou 4 axes au niveau des résultats de recherche. La première étape, si on regarde le guide sur le consentement, c'est de identifier ceux qui ont des droits légaux ou coutumiers sur le territoire. Qu'est-ce que ça a montré? Premièrement, ça a montré que, étant donné que les entreprises, ce n'était pas la première fois qu'ils allaient chercher la norme FSC, c'était des recertifications, la vaste majorité avait déjà des relations établies avec les Premières Nations sur leur territoire d'opération. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises forestières entretiennent des relations avec nombreuses communautés autochtones sur un seul territoire. Donc, je pense que la moyenne, c'était 7 différentes communautés autochtones pour une seule territoire. Donc, ça, c'est en principe 7 relations de consentement avec différentes communautés. Le maximum, c'était quelque chose comme 21 communautés autochtones. Donc, ça montre un peu la complexité d'entretenir des relations de consultation ou de consentement avec les communautés autochtones. C'est multiple au niveau de ces relations-là et toutes les relations ne sont pas égales ou ils sont différents aussi. Après, ce qui est intéressant, c'est que oui, la vaste majorité s'entretenait avec des communautés autochtones qui étaient aussi dans les processus légaux de consultation, mais il y en avait certaines où l'entreprise forestière consultait des communautés qui n'étaient pas reconnues comme étant des détenteurs de droits par les gouvernements. Donc ça, c'est un des endroits où on voit un petit marge de manœuvre du FSC comparé aux processus légaux parce que finalement, on voit des consultations et des processus de consentement au-delà du cadre légal. Je vais aller plus vite parce que je vois que déjà il y a 2 minutes seulement. Le processus elle-même, là, on commence à arriver dans des choses un peu plus intéressantes. Donc, si on fait un processus de consentement, on s'entretient avec qui dans la communauté? Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est fortement orienté vers des dimensions techniques et opérationnelles. Donc, leur relation pour la vaste majorité des entreprises, c'était avec des bureaux d'environnement et deuxièmement, dans 60% des cas, avec le leadership politique. Donc, des relations de consentement, ce n'est pas nécessairement des relations fortement politiques. Ça peut être une relation assez technique parce que finalement, c'est des processus de consultation plus opérationnels. Encore une fois, sur comment est-ce qu'on se base pour construire des processus, ça se base fortement sur des processus encadrés par les lois provinciaux forestiers. Donc, on n'a pas changé tant que ça nos façons de procéder. Mais intensité variable parce que pour certaines communautés, la relation est très forte et pour d'autres, la relation est plus faible, peut-être parce que la communauté est plus loin, moins intéressée, ils ont moins de capacité à participer. Donc, le consentement ne veut pas dire la même chose pour chaque communauté. Après, évaluation d'impact, là, je dirais que ce qui est intéressant ici, c'est que dans la plupart des provinces, l'idée de négocier avec des communautés autochtones si on est une entreprise forestière, et ça vient vraiment de la loi, c'est quelque chose finalement qui est assez opérationnel. Ici au Québec, on appelle ça des mesures d'harmonisation. Donc, si moi je négocie avec des communautés autochtones, je suis une entreprise forestière, ça arrive finalement à un moment assez tard dans le processus de planification et c'est beaucoup d'accommoder au niveau opérationnel, faire certains ajustements à un plan opérationnel, mettre une bande riveraine plus large, changer la tracée d'un chemin, faire des ajustements à un plan pour finalement convenir à un certain accommodement. Donc, c'est ça un peu la nature d'un processus d'harmonisation, un processus de consultation dans un peu l'esprit du gouvernement du Québec. Et ça s'est transposé sur la norme FSC. Quelle forme prend le consentement? Ce que j'ai trouvé, c'est que pour une bonne partie des entreprises forestières, le consentement, c'est un petit peu du business as usual parce que finalement,
cette approche d'harmonisation, dans leurs yeux, si on met en œuvre le processus de consultation à la satisfaction des parties, on est arrivé à un consentement. Si finalement on est capable d'arrimer nos plans avec des ajustements de la part de la communauté, la plupart voyaient ça comme une forme de consentement un peu implicite. Mais qu'est-ce qui arrive si une communauté se manifeste contre une opération? C'est là où ça commence à devenir plus difficile et peut-être plus intéressant d'une perspective analytique. Et ce que j'ai trouvé dans ces cas-là, c'est qu'ils utilisent, les compagnies, des stratégies finalement pour essayer de mitiger l'impact sur les communautés. Par exemple, un genre de stratégie de reporter les opérations pour une autre période de temps ou de mettre en œuvre des mécanismes de résolution de conflits. Mais si on analyse ces différentes stratégies-là, on réalise quand même qu'il n'existe pas de point dans l'avenir où l'entreprise pourrait dire absolument non, nous ne pouvons pas aller de l'avant avec nos opérations sur une étendue plus large parce que finalement, ils sont pris avec des obligations vers le gouvernement. Donc, si je lis la citation rapidement, For the ministry, pour le gouvernement, there's great pressure to go in, faut aller opérer. For the First Nation, there's great pressure not to go. And in this process, we try to find what is the middle road. If the conflict resolution process doesn't work, we might not go in or we try to buy ourselves more time. We do a deferral, but we risk being pursued by the government for not having followed our prescriptions. Donc, on voit vraiment un genre d'incompatibilité pour les entreprises forestières vis-à-vis leurs obligations vers la FSC et leurs obligations vers le gouvernement. Donc, pour conclure, oui, les processus de consultation provinciale couvrent une grande partie des exigences de la norme FSC jusqu'à peu près la fin où on arrive au moment de la décision de consentement. Et là, je tire deux conclusions. Un, c'est que la portée finalement des processus est assez limitée vers des dimensions opérationnelles plutôt que des dimensions plutôt politiques et stratégiques. Deuxièmement, il n'existe pas de dispositifs de consentement substantiels, forts, qui sont formalisés et catégoriques parce que finalement, ils sont pris dans un genre d'ambivalence vis-à-vis la loi provinciale. Merci.